Bonjour, bienvenue dans Igloo on Air, l'émission qui décrypte tous les thèmes qui tournent autour de l'habitat, du logement. Gardez en tête que vous pouvez nous suivre toujours sur les réseaux sociaux, les plateformes de podcast et le site internet Igloo on Air. Alors aujourd'hui, presque la 300e, on s'approche de la 300e. Belle réussite, presque plus de 2 millions d'auditeurs. Hein. On entame cette 7e année. Ce sont les dernières émissions avant la trêve estivale. Et pour ces dernières émissions, donc, je reçois Jérôme Broglet, le président de la FNAIM Grand Est, qui va nous parler du marché de l'immobilier ancien. Jérôme, on pourrait commencer par un petit bilan là, sur ce premier semestre. On a le sentiment qu'on a un marché qui commence à frémir. C'est ce que disent les professionnels agents immobiliers que vous représentez. Alors vous allez nous dire tout de suite, c'est juste un frémissement ou si ça bouillonne dans ce marché de l'immobilier. Est-ce qu'on peut déjà parler, tirer un petit bilan là, sur ce premier semestre du marché national, les tendances, les évolutions, qui achète ? Oui, alors je crois qu'effectivement, on peut parler d'un peu plus même qu'un frémissement. Les tendances sont plutôt positives. On a vraiment atteint un point bas, je pense, fin 2024. Et avec un accroissement, on va dire, d'activité depuis le début de l'année. On devrait d'ailleurs avoir même une année donc, qui est repartie à la hausse à peu près à plus 6% de ventes au niveau national. On devrait redépasser les 800 000, autour de 825 000 ventes. Ça, du moins, si la tendance qu'on constate actuellement se maintient sur le deuxième semestre. Ça a attaqué tout de suite en début de deuxième semestre, début d'année, ou c'est monté un peu crescendo ? Ouais, c'est monté crescendo. On va dire qu'à partir du mois de mars, on a vraiment senti... on a vraiment encore eu une période de frilosité, on va dire, sur novembre-décembre 24 et janvier-février 25. Mais depuis, il y a un engouement qui est quand même de retour sur le marché. Il y a des régions qui tirent leur épingle du jeu, qui sont plus dynamiques que d'autres ? Oui, de manière flagrante, l'Île-de-France. Ouais. L'Île-de-France, c'est à nouveau une envolée assez dingue. Ils sont à plus 20, plus 25% en termes de volume d'activité. Pour ce qui en est du Grand Est, on est sur un redémarrage un peu plus sage, mais un redémarrage tout de même, qu'on va pouvoir constater à peu près sur tous les secteurs, principalement Strasbourg, également Colmar, pour en revenir à notre vieille Alsace. Peut-être quelques faiblesses sur le marché mulhousien encore. Là, on a encore du mal. Ouais. Et côté trois frontières, là, le côté de la Suisse ? Là, je dirais que le soleil n'a jamais arrêté de briller. D'accord, bon, c'est bon signe. Merci à nos amis suisses alors. Est-ce que ça, je pense que ça a un lien avec l'évolution des taux d'intérêt ? Aujourd'hui, quelle est la position des banques là, vis-à-vis du crédit immobilier ? On a déjà évoqué des assouplissements de conditions d'accès. Est-ce que les banques maintenant se disent, allez, on recommence à prêter un peu d'argent à ces futurs acquéreurs ? C'est un peu ambivalent la position des banques. Il y a un côté problématique et puis il y a un côté positif. On va commencer par le problématique tout de suite. Le vrai sujet, c'est la mobilisation des apports nécessaires. On a longtemps eu une pratique qui nous permettait, lorsqu'on faisait une vente immobilière, de dissocier la valeur immobilière intrinsèque du bien de la valeur des éléments mobiliers qui pouvaient être inclus dans cette vente. On pense à la cuisine, au mobilier de salle de bain, au store sur la terrasse, au poêle à bois, et également d'en ventiler les honoraires d'agence régulièrement placés à la charge de l'acquéreur. Cette présentation-là permettait en fait d'avoir une assise des frais de notaire un peu plus limitée, puisque les frais de notaire, les droits de mutation, ne portaient que sur la partie immobilière. Donc on déshabille la globalité du prix de vente pour n'en retenir que la partie immobilière. Ceci était tout à fait accepté et intégré par les banques. Or, depuis quelques mois, on observe que, petit 1, ils sont de plus en plus réticents à financer la partie immobilière et, petit 2, la partie honoraire, à partir du moment où ces honoraires sont à charge de l'acquéreur. Alors qu'on sait très bien que notre acquéreur va payer le même prix, que les honoraires soient à sa charge ou à la charge du vendeur. Elle constitue un tout dans le prix d'acquisition. Mais ceci fait qu'aujourd'hui, les acquéreurs ont la nécessité bien souvent de devoir mobiliser la valeur mobilière et la valeur des honoraires en apport. C'est pas très cool dans la tendance actuelle. On en parlera peut-être un peu après, mais on a aussi une évolution des droits de mutation, donc ça vient pas au meilleur des moments. Par contre, on va être positif aussi. Clairement, aujourd'hui, il y a une appétence des banques pour les primo-accédants. Donc il y a aujourd'hui des conditions de taux et notamment de taux bonifiés, de recours au PTZ de manière un peu plus massive, qui permettent vraiment aux primo-accédants d'être très présents. Les banquiers ont une vraie appétence pour eux parce que ce sont de vrais relais de croissance. Ils ont besoin de nouveaux clients aujourd'hui, mais aussi de clients demain. Donc on sent là-dessus une volonté de leur part, mais à condition qu'il y ait de l'apport. Puis on sait que le crédit immobilier pour les banques, c'est un bon moyen de garder ses clients tout au long de leur vie. Et puis on a fait quelques émissions, notamment qu'on retrouve sur le site internet, sur le prêt à taux zéro. Vous avez parlé des droits de mutation, j'aimerais qu'on en touche un mot, puisque à partir de juin, certains départements relèvent
leur droit de mutation qu'on appelle frais de notaire communément, mais c'est tout ne va pas chez, un abus de langage. Nos amis Non, il faut considérer le notaire comme un percepteur finalement qui en grande partie perçoit des taxes qu'il va reverser aux conseils départementaux, à l'État, aux communes, et conserve effectivement une partie de ce qu'il appelle ses émoluments, sa rémunération, mais qui est une part non négligeable, mais mineure, on va dire, de ce qu'on appelle communément frais de notaire. Alors ce taux a été relevé. Oui. Oui. Est-ce que d'après vous, c'est quelque chose qui peut freiner le marché, puisque c'est arrivé au mois de juin, voire dissuader certains acquéreurs? Alors pas dissuader, mais en tout cas, ça va nouveau réarbitrer les négociations, puisqu'il va falloir trouver du mou. Alors on a trouvé un peu de mou dans les derniers mois avec des conditions de taux d'intérêt qui effectivement ont décru, mais de là à absorber aujourd'hui ces 0,5 points en plus, et je réinsiste bien, le fait de devoir intégrer également en apport les frais de notaire et les honoraires d'agence et les éléments mobiliers font qu'on n'a pas une conjonction idéale. Donc tout ceci peut se faire un peu aux frais, c'est vrai, du vendeur aujourd'hui qui va devoir faire le dos rond et accepter peut-être une petite négo pour rentrer dans des enveloppes budgétaires contraintes. Vous avez évoqué les primo-accédants avec cette volonté des banques de les financer. Quelle typologie de biens ou même les profils d'acquéreurs, quels sont ceux qui tirent leur épingle du jeu aujourd'hui? Est-ce que c'est plus, on s'oriente plus vers la résidence principale et la résidence secondaire a été mise de côté? Vous avez parlé des primo-accédants, mais quid des investisseurs? Et puis plutôt maison ou plutôt appartement? Alors, clairement, on est sur un marché de primo-accédants, dans des budgets qui vont osciller entre 200 000 et 300 000 euros. Tout ceci, bien entendu, dépendant du bassin de vie dans lequel on est. Plutôt orienté maison quand c'est possible, ou maison groupée, maison jumelée, dans des cas un peu plus contraints de marché tendu. Le secondaire est quelque chose qui, dans notre secteur, n'a jamais été vraiment très porteur, mais aujourd'hui est totalement inexistant. Et la grosse question, c'est le marché des investisseurs qu'aujourd'hui, on ne croise quasiment pas, encore pas. Oui. Problématique de carotte fiscale, il n'y a rien derrière. Il y a une incertitude même sur le statut du bailleur privé aujourd'hui. Il y a toutes ces contraintes qui fait qu'aujourd'hui, il y a peu d'engouement, effectivement, pour aller sur le marché de l'investissement. Donc, heureusement qu'on a ces primo-accédants. Ces primo-accédants, étonnamment, sont de plus en plus jeunes. On aurait pu imaginer, évolution des générations, que l'intérêt à devenir propriétaire soit moindre chez ces jeunes. Bien au contraire, je pense qu'il y a eu des déclics, il y a eu des éléments de compréhension qui font qu'ils viennent très très tôt nous voir. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Totalement. Et puis sur le statut du bailleur, effectivement, je sais que le gouvernement est en train de travailler sur quelque chose qui sortira, je pense, fin d'année pour 2026. Donc on pourrait peut-être éventuellement retrouver... Je pense qu'on a de l'attentisme. Voilà, on a de l'attentisme par rapport à ça. Des choses sont dans les tuyaux. Le gouvernement là-dessus a été assez open à faire travailler effectivement une commission qui était plutôt bien composée, avec de vrais sachants et pas de théoriciens. Donc on devrait en voir quelque chose sortir d'ici fin d'année. On l'espère tous. Un mot sur les prix. Comment ça évolue quand on a un marché qui repart? On sait que l'offre n'était pas extraordinaire. Alors, on parle de l'ancien, mais le marché du neuf et de l'ancien sont quand même intimement liés. Dans le neuf, l'offre se réduit comme peau de chagrin. Est-ce qu'il y a une évolution des prix là au cours de ce premier semestre? Alors, à nouveau, c'est un peu le corollaire de ce marché où on a touché notre point bas fin 2024, début 2025. On a clairement, depuis lors, une stabilisation des prix. Quelques micro-marchés sont repartis à la hausse. Et là, effectivement, c'est lié à une absence d'offres en volume. Et je pense notamment à Strasbourg-Centre, sur lequel on a observé à nouveau des tensions, des départs à la hausse assez marqués. On m'a parlé même, alors ça me semble même assez fou aussi rapidement, mais de plus 10 à plus 15% sur ces micro-marchés-là. Mais on va dire que globalement, ce qui caractérise le marché aujourd'hui, c'est plutôt une stabilisation. Donc on ne parlera pas de réelle hausse des prix. Je pense qu'il est mature, le marché. Il est mature. Oui, on a retrouvé un équilibre entre les prix, les taux d'intérêt qui ont un petit peu baissé. On a un bon équilibre là, ce qu'on appelle le prix du marché, quoi. Les taux sont quand même assez attractifs. On est allé sur 15 ans autour de 2,80, 2,85, à un peu moins de 3 sur 20 ans. Donc, c'est quand même des niveaux de taux qui sont acceptables et en adéquation avec les niveaux de prix auxquels on est confronté aujourd'hui. Oui, sachant qu'on était à 4,20 ou 4,50 il y a 18 mois. J'aimerais, avant de conclure, que l'on parle un peu du DPE, qui est en train de défrayer la chronique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir dans quelle mesure le DPE, notamment quand il est mal classé, AFG, influence sur le prix du logement. Alors, on peut intégrer le E depuis le 1er janvier, puisque là, on est carrément sur la classification E, F et G, qui effectivement a un impact fort. Donc, ça commence au stade de l'évaluation où on part du principe qu'à partir du moment où on a un bien, on va dire, qui est mal classé, ou en tout cas dans le bas du classement,
on a un impact de 15 à 20% sur la valeur du bien, ce qui est énorme. Mais qui s'explique tout simplement par une obligation, c'est que l'acquéreur derrière d'un de ces biens, E, F ou G, aura très clairement, s'il a recours à un financement bancaire, l'obligation d'effectuer un certain nombre de travaux d'amélioration. Donc c'est pas j'ai envie ou j'ai pas envie, c'est j'ai pas le choix. Donc forcément, dans une enveloppe budgétaire globale, malgré les aides, et encore là on a vu qu'il y a des fois un pas en avant, deux pas en arrière de la part de l'État, ma prime rénov qui a été subitement un peu revue à la baisse, un peu beaucoup même, on se rend compte que nos acquéreurs n'ont pas d'autre choix que de restreindre leur budget achat pour garder de l'oxygène sur le budget travaux. Donc ça a un impact très très important, même sur des marchés tendus. C'est un impact très important pour le peu d'investisseurs qu'on peut rencontrer aussi, parce que l'investisseur a besoin de se projeter dans un bien qu'il va pouvoir louer de manière durable. Ça a un impact très fort même en copropriété, parce que finalement en copropriété, on ne maîtrise pas forcément le rythme auquel les travaux d'amélioration énergétique vont pouvoir se faire, à contrario de la maison individuelle. Et ça a un impact très très fort sur des marchés peut-être, on va dire, de patrimoine plus ancien. Et là, je pense à Mulhouse notamment. Donc si Mulhouse aujourd'hui est encore un marché d'ailleurs qui patine un petit peu au redémarrage, c'est parce qu'il est très fortement impacté par un parc relativement impacté par des classes énergétiques faibles. Vous qui avez l'habitude de faire ces estimations ou faire les estimations, est-ce que les vendeurs ont connaissance et ont la compréhension de l'importance de l'étiquette DPE? Difficile, c'est là où justement c'est notre rôle de professionnel de venir faire preuve de pédagogie et de leur ouvrir l'esprit là-dessus. Ils ne sont pas forcément confrontés à la réalité de la nécessité de ces travaux, n'ont pas forcément intégré le fait que ce n'est plus un choix qui est ouvert à l'acquéreur, mais une imposition de la part de la banque. Alors, on va être très clair. Pourquoi les banques aujourd'hui d'ailleurs imposent ces rénovations énergétiques? Il y a le côté vertueux RSE, c'est bien, on fait du prêt vert, on améliore la situation énergétique et écologique de notre pays. Ok, ça c'est la version jolie, la version brillante. Puis il y a la réalité derrière, qui est lorsqu'on fait un prêt bancaire, une banque va souhaiter bien entendu prendre des garanties hypothécaires. Ils privilégieront une garantie hypothécaire sur un bien à hauteur, un bien en l'état énergétiquement revu et corrigé. Donc c'est vraiment une réalité qui s'impose et qu'un vendeur doit intégrer dans son évaluation. Donc clairement, la valeur d'un bien il y a 5 ans n'est plus la valeur du bien d'aujourd'hui. Il y a les facteurs de marché qui ont très fortement influencé les choses, mais il y a aussi ces réalités énergétiques qui aujourd'hui impactent très fortement. Merci Jérôme Broglet. Je rappelle que vous êtes le président de la FNAIM Grand Est. Merci pour vos éclaircissements. On termine la 298e émission de Igloo on Air. Pour l'information, vous faites partie, parce que vous êtes déjà venu plusieurs fois cette année, des 10 meilleures émissions de Igloo, donc ça mérite quand même... c'est le sujet qui est intéressant, c'est pas moi. Chapeau bas, si vous le faites très bien. Je rappelle aussi à nos auditeurs que si vous connaissez des experts qui souhaitent venir intervenir sur des thèmes de l'habitat au sens large, pour la saison 8, c'est ouvert, on vous acceptera avec grand plaisir. Vous retrouvez toutes les émissions de Igloo on Air sur les plateformes de podcast, sur le site internet Igloo on Air, sur le site de Top Music et sur le site internet www.iglooenair.com. Vous avez presque les 300 émissions que vous retrouverez depuis cette année. Merci, ciao, à bientôt.